à travers le titre très peu inspiré emploi des scoliers dans la paraphrase du Genavensis Graecus 44, je souhaitais simplement souligner l'intérêt qui est le mien d'interroger les rapports qui existent entre différents textes d'exégèse, alors soit au sein même d'un seul manuscrit, comme le Genavensis, soit en rapport avec des textes d'exégèse existants par ailleurs. Et puis aussi, c'était une manière d'interroger nos propres pratiques de traduction, de commentaires et même d'interprétation textuelle à l'aune de ce qui apparaît au fond dans les manuscrits. Alors, sans plus de transition, je passe directement à un petit état des lieux historiques en précisant que ce n'est pas du tout un hasard si les 5 premières éditions imprimées des paraphrases homériques, mais en fait ça concerne les paraphrases de l'Iliade, surviennent plus ou moins entre 1773 et 1827, c'est-à-dire à peu près au moment où, à la suite des travaux de l'helléniste français Jean-Baptiste Gaspard d'Anse de Villoison, et puis aussi surtout après les travaux de Friedrich Wolf, la critique, en fait, commença à s'interroger sur l'intérêt supposé ou réel que pouvaient représenter les textes d'exégèse, que ce soit scolie, paraphrase. Et alors là, on a au fond trois éditions. Celle de Danse de Villoison, qui en fait édite la paraphrase du chant 3 de l'Iliade, en annexe, on va dire, à son édition d'Apollonius, du lexique homérique d'Apollonius Sophiste. On a ici une édition intéressante de la paraphrase des 2 premiers chants de l'Iliade de Wassenberg, que j'ai mise parce que, par certains aspects, elle est assez proche de celle du Genavensis. Et enfin, ce qu'on considère généralement être une des premières éditions complètes des paraphrases, celle attribuée à Théodore de Gaza et éditée par Nicolas Thésée. Donc je dis que ce n'est pas du tout un hasard puisque ça s'inscrit dans une période qui a vu le développement d'une controverse majeure, la question homérique, je n'y reviens pas, mais qui a aussi vu le développement d'une pratique philologique tout à fait particulière et ce que Sebastiano Timpanaro a nommé la méthode de Larman. Alors, c'est dans ce contexte, mais c'est en raison de ce contexte que les paraphrases ont éveillé l'attention des éditeurs, ce qui fait dire à Aristarque, pas Aristarque, mais à Ludwig, dans une de ses éditions d'Aristarque, que, pour aller un peu rapidement à la traduction, peu à peu, la conviction que les paraphrases sont un maillon négligeable dans la longue chaîne des phénomènes de la littérature de l'Antiquité grecque sera brisée. C'est le texte 1 de l'exemplier. Alors, on ne peut pas non plus surestimer l'intérêt des paraphrases, c'est-à-dire qu'elles sont un maillon d'une plus longue chaîne, mais elles n'ont jamais été un centre d'intérêt majeur. C'est plutôt les scolies, ces fameuses scolies dont on a beaucoup parlé ce matin, donc ces textes explicatifs, exégétiques, lexicaux, grammaticaux, mythographiques, qui, au fond, intéressent les spécialistes de la poésie homérique. Et alors, pour amorcer cette discussion sur les rapports qu'entretiennent ces différents textes d'exégèse entre eux, je vais commencer par rappeler une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de rapporter à certains d'entre vous, mais que j'aime bien rappeler. Alors, rendons hommage à Jean Senebier qui, en 1779, publie son catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la bibliothèque de Genève et qui référence pour la première fois notre manuscrit sous la cote Genavensis Graecus 44. Et dans sa notice, il indique l'existence dans ce manuscrit de scolies, dont certaines tout à fait particulières. Et au moment de la publication, l'helléniste français Jean-Baptiste Gaspard d'Anse de Villoison, qui par la suite a perdu un peu de sa notoriété parce que Wolf
a très vite supplanté Villoison dans la critique homérique, mais enfin, Villoison a une certaine importance à ce moment-là. À ce moment-là, justement, Villoison se trouvait à Venise, où il étudiait les manuscrits de la bibliothèque de Saint-Marc et notamment, évidemment, le Venetus A. Et tout porte à croire qu'il avait sous la main le catalogue de Sennebier, parce que, en réalité, dans une lettre de 1780 qu'il adresse au diplomate Pierre-Michel Hénin, qui est un diplomate franco-genevois et qui connaissait personnellement Sennebier, il lui demande d'intercéder en sa faveur auprès de Sennebier pour qu'il lui transmette le Genavensis, soit dans sa version originale, soit dans une copie. Et alors, il dit, à propos des scolies, c'est ce qui est en gras, je ne lis pas tout, mais je lis ce qui est en gras, vous sentez que ces critiques qui s'appliquaient particulièrement à expliquer Homère et en fixer la vraie leçon, savaient beaucoup mieux le grec que nous, avaient des manuscrits et des lumières bien supérieurs aux nôtres, une foule de secours qui nous manquent et par conséquent jettent la plus grande lumière non seulement sur l'Iliade et sur l'Odyssée, mais encore sur tous les autres auteurs grecs et généralement parlant sur toute l'Antiquité dont ils expliquent un très grand nombre de points curieux d'usage, d'expression, etc. Et donc, l'enthousiasme que manifeste Danse de Villoison à l'encontre des scolies vient précisément du fait que, croyait-il, elle permettait d'expliquer non pas juste l'Iliade, mais en réalité toute une partie, tout un champ de l'Antiquité. Et c'est la raison pour laquelle on comprend la métaphore de Ludwig au sujet de ce maillon, et de ces maillons qui s'enchaînent pour former justement une chaîne. Étudier les scolies, c'était remonter la chaîne ininterrompue du savoir et qui pouvait potentiellement mener jusqu'aux techniques et aux modalités de la création poétique homérique. Bon, alors entre-temps, la recherche sur les scolies a évolué, a avancé, et même si la critique moderne reconnaît leur intérêt au moins pour la réception de l'œuvre, en fait, il s'avère que la chaîne ne permet pas de remonter du tout jusqu'aux origines de la poésie homérique. Et donc, au XXe siècle, on assiste donc à une rupture dans cet enthousiasme et même un certain désespoir que Montanari expose extrêmement clairement en disant le problème est qu'il s'agit d'un paysage extrêmement ample, composite et multiforme, en parlant donc des textes d'exégèse, encore trop peu clarifiés et structurés dans son ensemble, parce qu'on ne ressent pas toujours le besoin de redoubler d'efforts pour apporter des éléments d'organisation et de classification. Alors, partant de ce constat, c'est-à-dire que le matériel exégétique est à la fois ample, composite et multiforme, je souhaite maintenant précisément justement interroger ces rapports et voir ce qu'on peut en tirer. Alors je vais me concentrer sur un seul exemple, qui est le vers 196 du chant 2, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, le chant 2 de l'Iliade s'ouvre donc sur le songe que Zeus envoie à Agamemnon, songe qui prend les traits de Nestor et qui lui enjoint de rassembler les héros grecs et de mener l'assaut finalement décisif contre Troie, puisque d'après Zeus et d'après le songe du coup, les dieux olympiens se sont mis d'accord pour faire gagner le camp grec. Alors, après avoir reçu ce songe, Agamemnon réunit le conseil des anciens et fait part au conseil des anciens qu'il souhaite non pas dire à ses soldats de se rassembler et de mener l'assaut décisif, mais de tester leur volonté à reprendre les armes après 10 ans d'une guerre finalement tout à fait lassante pour les soldats. Et c'est la raison pour laquelle Agamemnon les met à l'épreuve en prenant sur lui la déroute des Grecs, et il est tellement convaincant dans cet exercice que, effectivement, les soldats grecs, à la fin du discours d'Agamemnon, s'apprêtent à repartir,
et il faut l'intervention d'Ulysse via Athéna, via Héra, pour, au fond, les contenir. Et alors, Ulysse s'adresse d'abord au chef des soldats, avant de s'adresser aux soldats, et il s'adresse au chef des soldats de cette façon. « Malheureux, il ne sait pas comme un lâche que tu aies peur. Commence toi-même par rester assis et fais asseoir aussi le reste de tes troupes, car tu ne sais rien de clair sur la pensée de l'Atride. Aujourd'hui, il met à l'épreuve les fils des Achéens, mais bientôt, il les accablera. Nous n'avons pas tous entendu ce qu'il a dit au conseil. Prends garde que, dans son irritation, il ne sévisse contre les fils des Achéens. Vive est la colère des rois issus de Zeus. La dignité du nôtre vient de Zeus, et Zeus, au conseil avisé, le tient en amitié. » Alors, c'est donc le vers 196 que je souhaite un petit peu observer aujourd'hui. Ce qui est particulièrement difficile à comprendre dans ce vers, c'est évidemment la signification de thumos. Et ce n'est pas du tout une mince affaire, puisque c'est quelque chose qui nous intéresse très directement lorsque nous-mêmes, nous devons traduire la poésie homérique. Comment traduire des termes tels que thumos? Alors, si on prend quelques exemples dans la littérature moderne, eh bien, on remarque, c'est l'exemple 5 dans l'exemplier, on remarque que thumos est invariablement traduit par un terme qui se rapporte à une forme d'impétuosité, penchant le plus souvent du côté de la colère, et parfois aussi vers une sorte d'orgueil passionné. Je pense notamment aux deux dernières traductions, celle de Murray et celle de l'édition de la Tâche. Alors, de façon tout à fait délibérée, je ne livre pas maintenant de traduction de thumos, mais j'en renvoie bien sûr aux outils habituels, notamment Chantraine, pour ceux que ça intéresserait. Là où je veux en venir, c'est que sur la page du manuscrit de Genève, on a donc le vers 196 et puis on a sa paraphrase. Et la paraphrase dit « Egar orgeton sundios gnome tetramenon basileon megale estin ». Ce qu'on pourrait traduire, car la colère des rois nourrie par le caractère gnomé, c'est encore un terme tout à fait difficile à traduire, de Zeus est grande. Et donc, le paraphraste fait de orge l'équivalent de thumos. Alors, pour le dire tout à fait, en peu de mots, il semblerait que les traductions modernes, pour la plupart, celles qui penchent du côté de la colère, semblent traduire davantage la paraphrase que le vers homérique. Et ceci en deux points, à savoir que d'abord, orge est assez clairement associé, cette fois-ci, à la notion de colère, mais aussi et surtout en expliquant, amplifiant au fond le composé diotreiphéon par quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une périphrase explicative. Les rois nourris par le caractère de Zeus ressemblent à certaines traductions qu'on a en français, les rois issus de Zeus. Donc on a aussi un développement de ce point de vue-là. Alors, ce qui est maintenant tout à fait particulier, c'est de considérer que dans l'ensemble du chant 2, le terme thumos n'est pas du tout paraphrasé de la même façon. Il n'y a qu'une fois, et c'est le cas qui nous intéresse, où il est paraphrasé orge. Sinon, il est paraphrasé par psyché, autre terme problématique, et dont délibérément je ne donne pas non plus de traduction. Donc, ce tableau-là nous permet de dresser un premier constat, c'est-à-dire que le procédé de la paraphrase, du Genavensis en tout cas, ne répond pas à une logique mécanique. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que ça prouve qu'il y a donc une conscience textuelle accrue de la part de la personne chargée de constituer sa paraphrase. Sinon, il aurait simplement traduit chaque fois thumos par psyché. Alors, puisque des fois les nombres sont plus éloquents que le grec ancien, on pourrait représenter ça par des chiffres, et là on comprend ce que signifie cette mécanique-là, c'est-à-dire que le fait que 10% des cas, c'est-à-dire une fois sur 10 en réalité, thumos égale orge,
eh bien, permet de comprendre qu'il ne peut pas y avoir une structure mécanique. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que, en fait, sur la même page, en dessus de Thumos, on a un appel de notes qui renvoie à une scolie qui se trouve en bas. Et cette scolie nous dit ceci. Le Thumos chez le poète a 5 sens. La colère, Eorge, comme dans la colère d'un roi issu des dieux, est terrible. C'est l'exemple du vers 196. Mais aussi la vie, Psyché, comme lorsqu'il dit ah oui, là j'ai dû oublier dans le PowerPoint un petit bout. Il enleva la vie douce comme le miel. Le désir, Epithumia, comme Déméter cédant à son désir, s'unit à Iason et se donna à lui. La pensée, Epilogismon, comme dans Mais une autre pensée m'en empêcha. Et l'esprit est homonoia, comme dans Mais animés tous deux d'un même esprit. C'était avec la même intelligence et la même prudente volonté, etc. etc. Alors, vous saisissez bien la double difficulté qui se manifeste ici. D'abord, et la plus évidente pour nous, celle qui touche justement à la traduction d'une telle scolie. Et j'ai moi-même dû ruser dans l'usage de certains termes pour parvenir à une traduction que je qualifierais d'acceptable pour une présentation, mais qui, évidemment, ne reflète que les projections que moi-même je fais sur certains de ces termes. Et c'est là où, finalement, la complexité est la plus, à mon sens, singulière, c'est que comment traduire une scolie qui elle-même se demande comment traduire un vers homérique. Et c'est, au fond, là où la poésie homérique devient tout à fait vertigineuse, parce que, pour le dire tout à fait simplement, là où Homère emploie invariablement Thumos, eh bien, la scolie a besoin de 5 termes pour en préciser les nuances et les contours qu'elle croit saisir derrière, derrière ce terme, quoi. Alors, ce que je souhaite démontrer maintenant, c'est que la paraphrase du Genavensis Graecus 44 est une traduction exégétique, mais ce n'est pas une exégèse suffisante. Et je crois que pour rendre compte de ce constat, une bonne chose à faire est de prendre le cas de la traduction allemande telle qu'établie par l'édition de la Tâche. Et alors, les 2 termes auxquels il faut être attentif ici sont Zorn, je m'excuse pour la prononciation de l'allemand, sont Zorn, c'est-à-dire la colère qui semble traduire Kolossamenos ici, et puis c'est Heftigkeit qui traduit en fait Thumos. Et donc, si on traduisait la traduction allemande, ça donnerait quelque chose que prend garde que dans sa colère, il ne sévisse contre les fils des Achéens, et grande est la fougue des rois issus de Zeus. Alors, si on est attentif à cette traduction, on se rend compte que cette traduction-là s'écarte finalement assez grandement des traductions francophones, qui ici avaient plutôt une idée d'irritation, et ici une idée de colère. Mais Heftigkeit n'a pas du tout l'idée de colère. Il y a dans ce terme allemand très difficile à traduire aussi en français, une idée de fougue, une idée de passion, mais pas nécessairement une idée de colère. Et alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que du coup, il faut s'interroger pourquoi la traduction allemande a compris Thumos comme Heftigkeit, comme quelque chose qui va du côté de la fougue, alors que dans d'autres traductions, plutôt les traductions francophones, on va du côté de la colère. Et d'ailleurs, la Tâche lui-même indique dans son commentaire qu'il faut comprendre ici Thumos moins comme colère que comme tempérament qui inspire le respect ou passion, quelque chose comme ça, mais pas du tout au sens colère, justement. Donc, c'est même une affirmation de la Tâche sur sa propre traduction de ce terme. Eh bien, on peut se demander d'où ça vient. Je crois qu'on peut mettre cette traduction-là en lien avec, en fait, une reprise du vers 196
chez Aristote. Alors, dans la rhétorique d'Aristote, Aristote nous présente différents sentiments, parmi lesquels l'outrage, ubreot, qui rentre aussi dans la catégorie de l'irrespect, atimazon. Et alors là, dans cet extrait, il y a une articulation assez claire du propos d'Aristote qui fait que la colère ressentie par Achille, orgizomenos o Achilleus, viendrait d'un manque de respect à son encontre. Et en fait, toute l'argumentation d'Aristote porte sur cette histoire de respect qu'on doit à ceux qui ont un rang supérieur ou auxquels on estime devoir le respect. Donc, la supériorité du riche sur le pauvre, etc. Donc, il y a ces dimensions-là, et ça crée l'irrespect si ces dimensions-là ne sont plus respectées. Alors, évidemment, Aristote cite le vers qui nous intéresse, et cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est que la traduction française ne rapporte plus du tout « vive est la colère des rois issus de Zeus », mais « fier est le cœur des rois nourrissons de Zeus ». Autrement dit, pour schématiser tout ça, on a maintenant un problème, parce qu'on a, pour ce qui est de la traduction française, on a un vers homérique, mais « vive est la colère des rois issus de Zeus » et « fier est le cœur des rois nourrissons de Zeus ». Donc, comment comprendre que le même terme, le même vers puisse se traduire de façon aussi différente? Eh bien, justement, c'est là où je crois qu'il y a un point important à relever, c'est au fond l'environnement textuel qui va impliciter une façon de comprendre un terme ou en tout cas de le traduire. C'est-à-dire que chez Homère, c'est assez clair que du fait du kolossamenos du vers précédent, la traduction française tend à la colère. Là où chez Aristote, puisqu'on a un vocabulaire essentiellement tourné vers l'univers de l'irrespect et de l'outrage, on peut comprendre cette traduction comme, au fond, l'expression d'un orgueil passionné. Et donc, en fait, cette traduction-là française se rapproche de la traduction allemande de l'Iliade. Enfin, de la tâche, surtout, de l'Iliade. Donc, ce qui motive ici les traductions, il me semble que... ce qui motive ces deux traductions, c'est l'univers textuel autour de ces termes. Et donc, Homère, en restant le même, se voit par les traducteurs reformulé. Et donc, c'est ceci qui me fait penser que finalement, il y a entre notre Scolie et le commentaire de la tâche qui se présente sous cette forme, un même désir de commenter peut-être non pas le texte homérique, mais de commenter la propre traduction que propose d'un côté la paraphrase et de l'autre la traduction allemande de la tâche. Parce qu'en réalité, la Scolie et le commentaire de la tâche permettent de comprendre la façon qui a été celle du paraphraste et celle du traducteur de rendre thumos d'un côté par Orgay, de l'autre par Eftigkeit. Alors, je dirais même que dans le cas de la Scolie, non, c'est comme ça qu'il faut aller, je dirais même que dans le cas de la Scolie, c'est plutôt Orgay qui est défini, plus que thumos. Et Orgay est aussi défini par rapport aux autres termes, epithumia, psyché, que précisément la Scolie définit. Alors, il y a aussi la question, alors ça c'est la question des rapports des deux textes d'exégèse au sein d'un même manuscrit. Il y a aussi la question, mais on y a déjà passé un certain moment, des paraphrases vis-à-vis du corpus des scolidés. Et alors là, c'est tout à fait clair que notre paraphrase reprend
une grande partie du matériel fourni par les scolidés. Donc, en fait, ça représente 6 mots, je crois, sur les 11. Donc, en fait, la plupart du vocabulaire de notre paraphrase est commun à celui des scolidés, ce qui pose d'ailleurs une grande question dans cette tentative de définition du matériel exégétique. Donc, en conclusion, la question pour moi n'est pas tellement de savoir s'il faut faire pencher Thumos du côté de la colère ou de la faculté à inspirer le respect, mais au fond, c'est de voir que le choix du traducteur est limité, au sens où il devra au fond rendre Thumos par un seul terme dans le cadre de sa traduction. Et si la diversité des termes est tout à fait admise, c'est-à-dire que par exemple en français on avait colère, on avait courroux, on avait ire, eh bien je suis plus réservée sur la diversité des interprétations possibles. Parce qu'à chaque fois qu'il faudra comprendre pourquoi un traducteur a traduit un terme d'une telle façon, on retombera toujours sur l'analyse du matériel exégétique. Et c'est la raison pour laquelle je posais comme question, la même question que je pose maintenant, à savoir, en même temps que la fixation de la transmission de l'Iliade, n'observe-t-on pas aussi une certaine fixation dans l'interprétation du poème et dans laquelle le matériel exégétique joue un rôle majeur? Autrement dit, est-il possible de lire l'Iliade sans son matériel exégétique? À titre personnel et au moment même de ma recherche actuelle, j'aurais tendance à dire que non. Voilà ce que j'avais à dire. Et je mets quelques références aussi bibliographiques pour faire sérieux. Voilà.